Aujourd'hui, nous accueillons Guy Perrin. Guy Perrin est astronome à l'Observatoire de Paris. Il a déjà une carrière assez impressionnante. Il a été directeur du l'INSU. Il est maintenant aussi chargé de mission astronomie et recherche spatiale auprès du ministère, en plus de son travail d'astronome. Donc, je pense qu'il n'a jamais vraiment arrêté ses recherches. Et aujourd'hui, il va nous parler de son sujet favori, le centre de notre galaxie, et évidemment de son instrument, que je pense l'instrument favori, Gravity. Et je rappelle que l'ESO a fêté ses 60 ans dernièrement, et je ne sais pas si Gravity est un instrument emblématique de l'ESO, mais peut-être que Guy nous confirmera ça. Guy, je vous laisse la parole et puis je rappelle que après la présentation. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, juste une petite précision, je n'ai pas été directeur de l'INSU, mais directeur adjoint de l'INSU et directeur pour l'astronomie. Voilà, mais... Ah oui, pardon, j'ai été un peu vite. Très bien. Oui, sinon Gravity, oui, c'est un des instruments phares de l'ESO aujourd'hui, qui a rapporté un prix Nobel à l'ESO. Donc oui, c'est pas le seul instrument de l'ESO, bien sûr. Il y a beaucoup de très très bons instruments à l'ESO, mais ça fait partie de la suite instrumentale de l'ESO. On entend quelqu'un qui parle. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, très bien. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite présentation là sur les résultats que nous avons obtenus, mais en élargissant un peu le champ. Les résultats sur le trou noir supermassif au centre de la galaxie. J'aurais pu aussi parler d'autres trous noirs sur lesquels Gravity a obtenu des résultats, mais le format est assez contraint, on ne peut pas tout faire, donc je vais me concentrer sur quelques-uns de ces résultats sur Sagittarius A étoile, le trou noir au centre de la galaxie, de notre galaxie, et puis vous donner un contexte un peu plus large en fait sur cette question des trous noirs de manière générale et des trous noirs supermassifs en particulier. Alors, voilà, les trous noirs, c'est des objets de l'imaginaire commun. Ça fait beaucoup fantasmer. Voilà, c'est des objets un peu particuliers sur lesquels je vais revenir maintenant. Je commence ce séminaire par cette image que vous avez peut-être vue dans le film Interstellar en 2014 d'un trou noir simulé pour les besoins du film en s'appuyant sur, c'est une image disons assez réaliste d'un trou noir en s'appuyant sur la théorie de la relativité générale par des astrophysiciens qui ont collaboré avec le film. Donc vous voyez ce type d'image, c'est aujourd'hui assez répandu finalement dans l'imaginaire collectif grâce au cinéma, en plus des revues scientifiques, bien entendu. Alors, les trous noirs, en fait, c'est une histoire assez ancienne qui a démarré en partie ici à l'Observatoire de Paris avec Laplace, et ça a démarré notamment grâce à une découverte faite à l'Observatoire de Paris par un astronome danois qui s'appelait Romer, qui est le fait que la vitesse de la lumière est finie. Voilà, c'est pas la vitesse de la lumière ne se propage pas de manière instantanée, elle se propage avec une certaine vitesse. Et si on fait l'hypothèse que la lumière, ce sont des petits grains de lumière, et donc ce qu'on appelle la théorie corpusculaire de la lumière, eh bien, ce qu'a fait Laplace et un astronome anglais qui s'appelait Mitchell en parallèle au XVIIIe siècle, c'est d'imaginer que si la vitesse de libération d'un corps est supérieure à la vitesse de la lumière, eh bien même la lumière ne pourrait pas s'échapper de ce corps. Et c'est ce qui a abouti au concept qu'ils ont inventé d'étoile noire. À l'époque, on ne parlait pas de trou noir. En fait, le trou noir a été formalisé, cette théorie, par la relativité d'Einstein. D'abord la relativité restreinte, et puis la bonne théorie du trou noir, bien sûr, c'est la relativité générale. La relativité restreinte qui a montré qui a mis en place la notion d'espace-temps, qui a montré que la durée et la longueur dépendaient de la vitesse de l'observateur. La théorie de la relativité générale qui a intégré en fait la gravitation dans cette théorie-là, ou plutôt qui a intégré la théorie de la relativité restreinte dans un cadre plus général contenu celui de la gravitation, et qui est en fait le bon cadre pour la description des trous noirs, et qui apporte tout le cadre théorique pour cette description des trous noirs. Donc
voyez, c'est un objet assez ancien, finalement, dont on comprend la théorie depuis maintenant un peu plus d'un siècle, puisqu'on a fêté en 2015 le centenaire de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Alors, le premier trou noir, formellement, il a été découvert dans les années 60. Son nom, c'est Cygnus X1. Il s'agit d'un système binaire et le trou noir est une des deux composantes du système binaire. Et il a été découvert par une émission très importante de rayons très énergétiques, des rayons X. Et on a pu mesurer la masse du trou noir parce que, étant un système binaire, on a pu mesurer l'orbite du compagnon visible et qui a permis de peser quelque part le trou noir et de lui affecter une masse d'environ 10 masses solaires. Donc on sait que ce trou noir-là, c'est un trou noir de masse, quelques masses solaires, donc c'est un trou noir de type stellaire au cœur de ce système. Donc vous voyez, ça fait maintenant pratiquement 60 ans qu'on commence à avoir des preuves observationnelles, en tout cas des indices observationnels de l'existence des trous noirs. Depuis, bien d'autres ont été découverts par cette même technique de mesure de rayons X, ont pu être étudiés et confrontés à la théorie. Alors, le champ astrophysique des trous noirs, c'est un champ qui est en pleine expansion. De nouvelles techniques sont apparues pour observer ces trous noirs, et notamment celle des interféromètres à ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, c'est une des prédictions de la relativité générale, une des prédictions majeures de la relativité générale. Et qu'est-ce que c'est que ces ondes gravitationnelles? En fait, c'est des ondes d'espace et de temps qui peuvent se mesurer grâce à l'interféromètre comme celui de Virgo en Italie, à l'Observatoire gravitationnel européen. On fait un Michelson pour les spécialistes, donc un interféromètre de Michelson. On fait interférer la lumière en envoyant un faisceau laser sur deux miroirs, et puis en mesurant le retour de ces deux faisceaux laser qu'on fait interférer, on obtient des franges d'interférence. Et en fait, ces franges d'interférence varient avec la longueur des bras. Quand une onde gravitationnelle passe, elle fait varier la longueur des bras, elle dilate les bras ou elle contracte les bras. Et c'est comme ça qu'on peut détecter l'onde gravitationnelle. Alors, c'est un mouvement qui est infime, extrêmement petit, c'est pour ça que ça a pris longtemps pour pouvoir détecter ces ondes gravitationnelles, mais ça permet de mesurer des ondes gravitationnelles provenant, par exemple, de deux trous noirs en orbite l'un autour de l'autre, qui sont en train de fusionner, et on voit une émission comme ça d'ondes gravitationnelles qui est détectée par Virgo ou LIGO aux États-Unis, et qui apporte une information essentielle en fait sur ces trous noirs en fusion, et qui permet de mesurer la masse, par exemple, du trou noir final. Alors, à quoi ça ressemble ce signal d'onde gravitationnelle? C'est le signal rouge que vous voyez là. Et ce qui est très intéressant dans ce type de signal, c'est que la forme du signal, la forme locale du signal, renseigne sur ce qui est en train de se passer, en fait. On voit vers la gauche ici que l'onde gravitationnelle qui se propage est de basse fréquence. C'est parce que les deux trous noirs sont à des distances assez importantes l'un de l'autre, et qu'ils tournent lentement autour de leur centre de masse commun. Et puis, au fur et à mesure où les deux trous noirs se rapprochent pour fusionner, l'onde se resserre, la fréquence augmente jusqu'à un moment où on voit une bouffée d'onde gravitationnelle à l'occasion de la fusion, merger ici en anglais. Et puis finalement, l'onde gravitationnelle s'éteint lorsque le trou noir résultant de la fusion des deux trous noirs par an, en fait, s'est achevé. Voilà. Donc ça, c'était une méthode, et c'est une méthode extrêmement puissante pour établir un catalogue de trous noirs. Voici l'état des connaissances aujourd'hui pour ces trous noirs stellaires. Un peu moins d'une centaine a été découverte lors des runs qui se sont déroulés jusqu'à 2021. Le prochain run des ondes gravitationnelles, d'interféromètres d'ondes gravitationnelles, ça sera dans un an à peu près, et on peut imaginer que d'autres dizaines ou centaines de trous noirs nouveaux seront découverts par cette méthode-là. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'on parle bien de trous noirs de type stellaire, c'est-à-dire de la masse de quelques fois la masse du Soleil, ou quelques centaines de fois de la masse du Soleil. Vous voyez que les plus petits font à peu près quelques masses solaires, et les plus gros font, ceux qui sont par ici, là, de l'ordre de 200 masses solaires. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un trou noir? Eh bien, la réponse c'est extrêmement simple, en fait, puisqu'il suffit de faire, d'après la théorie de la relativité générale,
rentrer la matière dans ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild ou le rayon du trou noir, qui est directement proportionnel à la masse. Vous voyez, G, c'est la constante de la gravitation, M, c'est la masse de l'objet, et C, c'est la vitesse de la lumière. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir combien ça vaut dans des cas très pratiques. On peut se poser la question, quelle serait la taille de trou noir du Soleil si le Soleil était transformé en un trou noir? Eh bien, la réponse, c'est qu'il faudrait faire rentrer le Soleil, vous voyez, dans le Paris de la Révolution française, qui correspond à peu près au Paris interne aux lignes 2 et 6 du métro aujourd'hui. Hein. C'est l'intérieur du mur des fermiers généraux qui fait à peu près 6 km de diamètre et ça correspond au rayon, au diamètre de trou noir du Soleil, 6 km de diamètre. Et donc, ça vous donne une idée de l'incroyable compacité de ces objets. Alors, on peut faire le même raisonnement pour la Terre. Et pour la Terre, il faudrait faire rentrer la Terre pour la transformer en un trou noir dans un dé à coudre, pour la faire rentrer dans un diamètre de 2 cm de diamètre. Donc, ça donne une idée de la pression phénoménale qu'il faut exercer sur des corps astronomiques pour les transformer en trou noir. Donc, c'est facile de créer un trou noir. Il suffit de faire rentrer le trou noir dans son rayon de trou noir, enfin l'objet dans son rayon de trou noir. Bien sûr, le défi, c'est d'atteindre la force fantastique pour pouvoir y parvenir. Alors, comment fait-on pour ça? Est-ce qu'il y a des processus qui existent et qui permettent d'expliquer la formation des trous noirs? C'est extrêmement important. Il ne suffit pas qu'une théorie puisse dire qu'un objet est possible, il faut encore que la nature puisse conduire à cet objet pour qu'il puisse être observé, évidemment. Voilà. Et donc, c'est très important de disposer de mécanismes pour pouvoir former des trous noirs. Et la réponse pour les trous noirs stellaires est bien sûr positive, affirmative. On sait former des trous noirs stellaires. En fait, on les obtient par effondrement de matière. Et il y a 2 grands mécanismes qui conduisent à ce qu'on appelle des supernovae. Hein. L'un, c'est celui qui a conduit à la formation, très probablement conduit à la formation du trou noir Cygnus X1 par accrétion de matière d'un objet type naine blanche par un objet de matière d'une étoile évoluée. Et puis l'autre façon de faire, eh c'est d'effondrer une étoile sur elle-même, une étoile de masse supérieure à 8 masses solaires, pour aboutir à l'explosion d'une supernova par effondrement. Donc, pour des objets de quelques masses stellaires ou quelques dizaines de masses stellaires, on sait faire, il y a des mécanismes et on sait que ça existe puisqu'on voit ce type d'effondrement se produire. Alors, depuis assez longtemps, il y a une suspicion forte en fait qu'il existe aussi des trous noirs supermassifs. Comment est-ce qu'on sait ou comment est-ce qu'on imagine que ces trous noirs existent? Eh bien, on le voit à partir, par exemple, de ces images où on voit ici 2 jets extrêmement puissants qui atteignent des vitesses proches de la vitesse de la lumière, qui s'échappent d'une galaxie. Et le mécanisme pour faire apparaître ces jets implique la présence d'un trou noir supermassif. Vous voyez, dans ce cas-là, on pense que le trou noir au centre de Hercules A fait à peu près 4 milliards de fois la masse du Soleil. Alors, on connaît bien ces objets qu'on appelle parfois des noyaux actifs de galaxies ou des quasars, et avec une structure qui est la même ou qui est type pour l'ensemble de ces objets, vous avez un trou noir au centre, 2 jets qui s'échappent du trou noir, un disque d'accrétion autour de ce système et puis un tore de poussière ou de molécules autour de l'objet. Même question que pour les trous noirs de type stellaire, comment est-ce qu'on peut les former? En fait, on pense que ces trous noirs sont le résultat en fait, d'une évolution de l'univers. Voici une photo de l'univers prise 380 000 ans après l'explosion du Big Bang par le satellite Planck, où on voit des grumeaux. En fait, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et ces grumeaux, ces petites fluctuations, sont très probablement des embryons en fait, de ce qu'est devenu l'univers par la suite. On voit ici une simulation dans laquelle on voit des filaments. On voit aussi des cœurs plus denses qui ont probablement conduit à la formation d'amas et de superamas de galaxies et donc de galaxies. Et au cœur de ces amas et de ces surdensités, très probablement des fusions de trous noirs, peut-être déjà supermassifs aux origines ou qui ont fini par croître au fil du temps. Et on sait que les trous noirs et que les galaxies croissent au fil du temps, par exemple par des images que l'on obtient, où on voit des interactions entre galaxies qui sont le résultat
ou le processus de fusion de ces galaxies au fil du temps. Alors, évidemment, ça se déroule sur des périodes qui sont assez longues par rapport à l'existence humaine. Donc, on voit plutôt des phases correspondant à ces fusions de galaxies qui conduisent à ce que les cœurs de galaxies, très probablement des trous noirs supermassifs, fusionnent à leur tour et puissent comme ça augmenter leur masse au fil du temps et de l'évolution de l'univers. Voilà. Donc, on a aussi un mécanisme pour l'apparition et la croissance des trous noirs supermassifs. Alors, on verra ces fusions de trous noirs supermassifs sans doute avec l'interféromètre LISA, qui est l'équivalent de Virgo que je montrais tout à l'heure, mais dans l'espace, dans une quinzaine d'années à peu près. C'est un interféromètre beaucoup plus grand, hein, 15 millions, plusieurs millions de kilomètres de longueur pour les bras, qui permettra de voir ces fusions de trous noirs supermassifs comme on les voit aujourd'hui pour les trous noirs de masse stellaire. Alors, excusez-moi, la question après, c'est comment peut-on voir ces trous noirs? Et là aussi, la réponse est extrêmement simple. Il suffit de les éclairer. Alors, ça paraît un peu curieux. En fait, pourquoi je dis ça? Eh bien, je dis ça parce que la théorie de la relativité générale, une de ses conséquences, c'est de prédire en fait que les rayons lumineux sont attirés par les masses. Et notamment lorsque vous éclairez un trou noir, on le voit sur le petit schéma que j'ai fait à gauche ici, eh bien, pour les rayons qui passent suffisamment près du trou noir mais sans tomber dans le trou noir, eh bien, ces rayons sont défléchis par le trou noir et peuvent revenir dans la direction de l'observateur. Plus vous passez près du trou noir, plus la déflexion peut se traduire par un nombre de tours plus ou moins grand autour du trou noir avant de revenir vers l'observateur. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que si vous éclairez le trou noir, alors, évidemment par une expérience, par la pensée ici avec une lampe torche, vous allez voir un halo lumineux et donc vous allez deviner le trou noir au centre de ce halo lumineux. C'est ce qu'on appelle maintenant l'ombre du trou noir. Voilà. Donc, pour éclairer pour voir un trou noir, il suffit de les éclairer et en fait, ça se fait assez bien dans la nature. Ça se fait assez bien dans la nature parce qu'autour des trous noirs, on trouve des disques d'accrétion qui sont des disques avec une certaine luminosité et qui donc viennent éclairer le trou noir quelque part. C'est l'équivalent de la lampe torche que je vous ai montré sur le schéma précédent. Alors, la première fois qu'on a dessiné un trou noir physique, en fait, c'était ici aussi à l'Observatoire de Paris, c'était Jean-Pierre Luminet en 1979. Alors, quand je dis dessiner, bien sûr, ça reposait sur des calculs. Mais à cette époque-là, Jean-Pierre ne disposait pas d'imprimante comme on a aujourd'hui. En fait, il a peint en fait, l'image que vous avez là. C'est des séries de petits points blancs qui montrent en fait ce que c'est que ce trou noir au centre de ce disque d'accrétion. Alors, pourquoi cette image apparaît un peu étrange? Eh bien, elle apparaît étrange du fait justement de la courbure des rayons lumineux par la théorie de la relativité générale autour du trou noir. Et ce que vous voyez ici, vous avez le trou noir qui est au centre, vous avez le disque d'accrétion autour du trou noir. Et en fait, à cause de la courbure de rayons lumineux, vous voyez à la fois l'image du côté, disons, pile du disque et du côté face du disque qui arrive à l'observateur et qui donne cette image un peu étrange. On voit à la fois le dessus du disque et le dessous du disque avec l'ombre du trou noir au centre. Alors, une autre image ici qui a été faite dans le groupe du DARC à l'époque, l'ancêtre du LUT, par Jean-Alain Marc, 10 ans après, toujours avec Jean-Pierre Luminet. C'est cette magnifique simulation qui rappelle la simulation tout à l'heure qui a été utilisée pour le film Interstellar, donc avec le dessus et le dessous du trou noir ici. Alors ça, c'est si vous regardez le trou noir de face en voyant le disque par la tranche. Si vous le voyez par-dessus, ça a une autre forme, mais on voit quand même l'ombre du trou noir au centre de cette image. Voilà. Alors, pour voir ces trous noirs, se pose la question de la taille apparente de ces objets. Et c'est là que le bas blesse, bien sûr. Pour les trous noirs stellaires, donc de masse que quelquefois la masse du Soleil, en fait, le rayon du trou noir, c'est quelques kilomètres. C'était 6 kilomètres tout à l'heure, 3 kilomètres, pardon, pour le rayon, dans le cadre du Soleil. Et si vous placez le trou noir à la distance de l'étoile la plus proche, ça vous donne un objet de 10-10 secondes d'angle d'extension angulaire, c'est-à-dire plus petit qu'une cellule humaine sur la Lune vue depuis la Terre. Autant dire que, pour l'instant, c'est totalement invisible. On n'arrive pas à résoudre un objet aussi petit. Donc l'espoir, c'était d'aller chercher des masses beaucoup plus grosses. Et donc les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, là on est sur des masses de quelques millions à quelques milliards de masses solaires. Et donc ça vous donne des rayons de trous noirs de quelques millions à quelques milliards
de kilomètres. Mais bien sûr, le problème là, c'est que ces objets sont encore plus loin que les trous noirs stellaires les plus proches. Mais c'est cependant la bonne piste, notamment parce qu'au centre de notre galaxie, nous disposons d'un objet, très probablement un trou noir supermassif, qui s'appelle Sagittarius à étoiles. Et sa masse, on sait qu'elle est de l'ordre de, on le sait d'autant plus maintenant avec les résultats Gravity, de l'ordre de 4 millions de fois la masse du Soleil. Et ça vous donne une extension angulaire d'à peu près 50 microsecondes d'angle, ce qui correspond à peu près à 5 pièces de 1 euro posées sur la Lune, hein, vues depuis la Terre, bien entendu. Ou encore, ça fait une taille angulaire qui correspond à 2 cheveux à Lyon, vus depuis Paris. Vous voyez, donc ça reste quand même un défi assez important, mais ça commence à devenir plausible. Voilà. Alors, Sagittarius à étoile, qu'on note SGR à étoile, comme ceci, est au cœur de notre galaxie. Hein, c'est le trou noir central de notre galaxie. Il est assez loin, hein, à peu près 80 000 années-lumière, 40 000 années-lumière, au centre de notre galaxie, qui est une galaxie spirale barrée. Vous voyez, nous, on est à peu près aux 2/3 du rayon, mais c'est le plus proche des trous noirs supermassifs, hein, par rapport à la Terre, et donc un excellent candidat pour ce type d'observation. Alors, pourquoi c'est important de pouvoir mesurer la taille d'un trou noir? Bien parce que pour que l'objet soit véritablement un trou noir, il faut qu'il rentre dans le diamètre ou le rayon de Schwarzschild, et donc il faut physiquement mesurer cette taille pour montrer que l'objet est effectivement un trou noir. Alors pour faire ça, on a besoin de grands télescopes. Pour faire ça dans le domaine optique, on a besoin de grands télescopes. Nos grands télescopes sont au Chili. Vous avez ici l'ensemble des grands télescopes aujourd'hui qui sont situés au Chili, dans le nord du Chili, dans le désert d'Atacama, là où les conditions sont excellentes pour l'observation astronomique dans le domaine visible jusqu'au domaine millimétrique. Je reviendrai sur le millimétrique plus tard. Comme l'a rappelé Nicolas tout à l'heure, on fête les 60 ans de l'ESO cette année, et nos télescopes à nous, ce sont les télescopes de l'ESO, l'Observatoire austral européen, dont nous sommes l'un des 16 pays membres. Et ce dont je vais parler tout de suite, ce sont les télescopes du VLT. Donc, nous avons 4 télescopes de 8 mètres près de la ville d'Antofagasta, dans le nord de l'Atacama. Et c'est ces télescopes-là que nous avons utilisés pour l'instrument Gravity. Je reviendrai après sur le réseau ALMA, qui lui se trouve un peu plus au nord, ici, près de San Pedro d'Atacama. Alors, voici ces 4 télescopes de 8 mètres. Le site est absolument magnifique et bénéficie d'une instrumentation vraiment extraordinaire. Vous avez ici un exemple de télescope de 8 mètres. Là, on appelle ça des UT, des Unit Telescopes. Alors, pour vous donner une idée de l'échelle, voici ici un bonhomme, hein, qui se trouve près du miroir primaire. Le miroir primaire, c'est celui qui est donné par la flèche ici. Vous voyez sans doute mon curseur là. Et cette surface réfléchissante. Donc ça fait à peu près 8 mètres 20 de diamètre. Vous avez le miroir secondaire ici qui fait à peu près 1 mètre de diamètre. Et à droite, vous avez la même photo, mais avec le télescope incliné dans notre direction. Ici, vous avez le secondaire et le primaire qui est ici. Vous voyez, donc, ce sont des machines absolument remarquables, fantastiques, d'une précision extraordinaire et totalement indispensables pour les observations que je vais vous décrire maintenant. Alors, le VLT a été utilisé au début des années 2000 pour l'observation du centre galactique, et ça a été une observation extrêmement importante avec l'instrument NAOS qui a été réalisé en partie ici au LESIA. Donc, c'est l'optique adaptative qui permettait de bénéficier de la résolution angulaire d'un télescope de 8 mètres dans le proche infrarouge. Et ces premières observations ont permis de mesurer pour la première fois l'orbite de l'étoile S2. Et mesurer une orbite en astronomie, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui vous permet, dans le cas où vous avez comme ça un système très déséquilibré, c'est-à-dire avec une étoile qui orbite autour d'un objet extrêmement massif, eh bien d'avoir une estimation de la masse de l'objet extrêmement massif. Et c'est la première fois qu'on a pu dire que l'objet central avait une masse d'environ 4 millions de fois la masse du Soleil, ce qui allait dans le sens, bien entendu, d'un trou noir supermassif, en tout cas d'un objet compact, supermassif. Alors, ces observations en optique adaptative, elles ont permis d'obtenir une information sur la masse de l'objet central, mais en restant encore à une échelle qui est bien plus grande que l'échelle de cet objet central. Donc, on est encore loin à ce stade du rayon de Schwarzschild. Et donc, l'idée que nous avons eue en 2005, c'est de construire un instrument qui soit
qui dispose d'un pouvoir beaucoup plus résolvant qu'un télescope de 8 mètres. Et ça, la solution, c'est de faire un interféromètre avec l'ensemble des 4 télescopes de 8 mètres. Et cet interféromètre, sa résolution angulaire n'est plus donnée par les télescopes de 8 mètres, mais par un télescope fictif dont le diamètre serait égal à la distance la plus grande entre deux des télescopes de 8 mètres. Donc, en l'occurrence, un télescope fictif de 140 mètres de diamètre. Et ça a une influence directe sur la résolution angulaire qu'on peut obtenir. On passe d'une résolution angulaire non plus de 60 millisecondes dans l'infrarouge proche avec un télescope de 8 mètres, mais à 3 millisecondes avec un télescope de 140 mètres, et aussi à une précision astrométrique, donc la capacité de mesurer des trajectoires précises de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes d'angle. Et c'est là qu'on retrouve l'échelle de quelques cheveux à Lyon vue depuis Paris et qui correspond à la taille angulaire de Sagittarius à étoile. Alors, vous avez ici, en haut à gauche, une image avec une des 4 caméras d'acquisition de Gravity. En fait, c'est un film qui vous montre la résolution angulaire d'un télescope de 8 mètres. Donc, vous avez l'étoile S2 ici, dont j'ai déjà parlé, et puis Sagittarius à étoile, qui est juste derrière l'étoile ici, qui est très faiblement visible. Vous avez en noir, ici en noir et blanc, les images faites par Gravity à peu près au même moment, où évidemment la résolution angulaire étant beaucoup plus importante, on a l'impression que la distance entre Sagittarius à étoile et S2 est beaucoup plus importante. En fait, c'est juste que les 2 taches que vous voyez là dans l'image de la caméra d'acquisition sont beaucoup plus fines dans le cadre de l'interféromètre et permettent de clairement séparer S2 de Sagittarius à étoile. Donc, vous avez aussi à droite une autre image à un autre moment où S2 se rapprochait de Sagittarius à étoile, parce que c'était un événement que nous attendions. On savait que S2 passait au plus près de Sagittarius à étoile, au péricentre, en mai 2018, et donc nous étions prêts à faire cette observation, parce que cette observation, c'était la première observation comme ça, où on verrait un effet au plus près d'un trou noir supermassif qui est attendu par la relativité générale, qui est un effet de rougissement gravitationnel au moment où l'étoile passe au plus près. Donc, vous avez ici les observations qui sont rejouées, où on voit S2 qui passe au plus près de Sagittarius à étoile en mai 2018, avec une précision folle obtenue par Gravity, puisqu'on voyait même l'étoile bouger d'une nuit à l'autre, voire même au cours de la nuit quand elle était au plus près de Sagittarius à étoile. Alors, ce qu'on a vu, ça c'est pas une image réelle, mais c'est une image du communiqué de presse, une représentation du communiqué de presse qu'a fait l'ESO lorsque nous avons fait cette observation. En fait, on a vu littéralement l'étoile rougir au plus près de Sagittarius à étoile. C'est un effet attendu de la relativité générale. Il était important de comparer cet effet aux attentes de la relativité générale pour voir si on peut faire un test et que ce test est concluant dans le potentiel gravitationnel du trou noir supermassif pour la première fois. Alors, ce rougissement, c'est aussi un effet de dilatation du temps. Le temps s'écoule moins vite lorsque vous êtes près d'une masse que lorsque vous êtes à plus grande distance de cette masse. C'est aussi une diminution de la fréquence. Tout ça, c'est des effets qui sont équivalents les uns aux autres. Ce qu'on a mesuré avec Gravity, un instrument qui s'appelle Symfony, en fait, c'est le décalage spectral vers le rouge au moment du passage près de Sagittarius à étoile. Alors, vous avez ici l'orbite reconstituée au fil du temps de S2 autour de Sagittarius à étoile, qui est juste là. Hein. Les points de Gravity, c'est les points de plus grande précision. Vous avez un zoom ici à droite. Il y a bien des barres d'erreur ici, mais les barres d'erreur sont plus petites que les points, en fait. Donc, on a des barres d'erreur de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes d'angle. Et en haut, ici, vous avez les données spectroscopiques. Alors, ce que je vous montre maintenant, c'est la même chose, mais maintenant avec les barres d'erreur. Vous avez ici les données, en haut, les données spectroscopiques, et vous avez en bas les données astrométriques. Le modèle qui représente le mieux les observations, c'est le modèle rouge ou le modèle noir, et celui qui représente le moins bien les observations, c'est le modèle gris ici. Et donc, on voit très très bien que la vitesse radiale, qui est équivalente à un rougissement ici, puisque c'est une vitesse de fuite par rapport à l'observateur, eh bien, s'écarte considérablement de cette ligne grise et atteint un maximum ici en mai 2018. C'est exactement cet effet de rougissement gravitationnel qu'on a pu mesurer grâce à la précision des données Gravity. Alors,
Le test a consisté en fait à comparer les données avec un modèle à 15 paramètres. Et un des paramètres, c'est ce paramètre F indice RG, comme rougissement gravitationnel, qui valait 0 si la théorie de la gravitation qui était la bonne, c'était la théorie de Newton, c'est-à-dire la théorie classique, et 1 si nos mesures confirmaient la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et ce que nous avons trouvé, c'est 1,04 plus ou moins 0,04, c'est-à-dire que ça confirmait totalement la théorie de la relativité générale pour la première fois dans l'environnement d'un trou noir supermassif. Alors, parmi les paramètres, il y avait bien sûr la masse de Sagittarius à l'étoile, donc c'est une confirmation très forte que la masse de l'objet central est d'environ 4 millions de masses solaires, avec une précision beaucoup plus grande que ce qui avait été avant, et puis aussi la distance à Sagittarius à l'étoile. Ça, c'était le premier test fait dès le printemps 2018. Nous avons fait un deuxième test, il a fallu attendre un peu plus longtemps, qui est celui de la précession relativiste, aussi prévue par la théorie de la relativité générale. Alors, ce qu'on entend par précession relativiste, c'est le fait que l'orbite, en fait, ne reboucle pas sur elle-même. Vous voyez à l'intérieur du petit carré en pointillé rouge, là, il y a une légère différence entre l'orbite, disons, entrante et l'orbite sortante. Et c'est cette différence que nous avons mesurée par Gravity. Alors, comme on ne la voit pas très bien, on a simulé une étoile qui serait 10 fois plus proche de Sagittarius à l'étoile que l'étoile S2, qu'on appelle S2 sur 10. Et là, on voit très clairement cet effet attendu de précession relativiste. Donc, même principe que pour le rougissement gravitationnel. Nous avons comparé nos mesures. Alors, vous voyez qu'il y avait d'autres mesures. Là, on était en 2019. On a depuis des mesures en 2020 et 2021 qui sont totalement compatibles, bien sûr, avec cette trajectoire. On a pu comparer ces mesures à un modèle dont un des paramètres est aussi un paramètre F, même principe que tout à l'heure. Alors là, c'est F indice PS comme précession de Schwarzschild. Ce paramètre valant 0 si c'est Newton qui a raison et 1 si c'est Einstein qui a raison. Et avec les données de 2021, donc 2020 et 2021, en plus des données de 2019 représentées ici, nous avons trouvé une valeur du paramètre qui vaut 0,99 plus ou moins 0,15. Encore une excellente confirmation en fait de la relativité générale. Alors, un des sous-produits cette fois-ci, c'est le fait qu'on a pu montrer que moins de 1 pour 1000 de la masse de Sagittarius à l'étoile est autour de Sagittarius à l'étoile, ce qui veut dire qu'il y a au maximum 3000 masses solaires de masse étendue autour de Sagittarius à l'étoile, et donc le corps central est essentiellement seul au centre de la galaxie. Alors, tout ça, pour l'instant, c'est à une échelle qui correspond à peu près à 1000 fois l'échelle ou 1500 fois l'échelle du trou noir. Gravity, on l'a aussi construit pour aller à l'échelle du trou noir. Et comment on a fait ça? On a observé des sursauts. Alors, les sursauts infrarouges au centre galactique sont connus depuis les observations faites avec toujours NAOS au début des années 2000 par Reinhard Genzel et son équipe, auxquelles participaient des gens du LESIA ici aussi. Ce que l'on voit, en fait, c'est un clignotement du trou noir. En fait, il n'y a pas de mouvement, là, à cette échelle-là, on ne voit pas de mouvement. Les mouvements que vous voyez, les tremblements, là, c'est les résidus de turbulence. Par contre, on voit ce clignotement et on sait qu'il y a à peu près un clignotement ou une série de clignotements toutes les 24 heures. Voilà. Donc, on voulait attraper, si je puis dire, des sursauts aussi avec Gravity. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que le soupçon était très fort à cette époque grâce à ces simulations faites par Broderick et Loeb et aussi par Thibaut Pomar ici au LESIA avec d'autres collègues, que ces clignotements sont dus en fait à de la matière chauffée en orbite autour du trou noir, très très près du trou noir, typiquement à 3 fois le rayon du trou noir, et les effets de relativité générale font que vous avez une variation, une fluctuation de la luminosité de cette matière chauffée sur le trou noir qui produit ce clignotement. Voilà. Et donc, on sait que si cette théorie est correcte, on doit voir de la matière en orbite autour du trou noir. Et si on est capable de suivre cette matière et donc de mesurer l'orbite, eh bien, ça donne automatiquement la taille maximum du trou noir. Et donc, ça donne une première comparaison en fait au rayon de Schwarzschild, ce qui est un élément de preuve fantastique pour montrer que l'objet central est bien un trou noir. Alors ça, on a pu le faire en 2018 aussi pour la première fois. On a eu d'autres sursauts depuis. Et en fait, dans le petit film de la caméra d'acquisition, là, vous avez l'image de Sagittarius à l'étoile qui est juste derrière l'étoile de Sagittarius à l'étoile ici. En fait, vous avez un sursaut. On voit que la luminosité de Sagittarius à l'étoile varie. Et on a pu comme ça reconstruire, alors à cette époque-là, il y a 4 ans maintenant, 3 orbites, 3 trajectoires
Donc, vous avez les points de mesure ici. Voilà, ça démarre du point orange et ça va jusqu'au point bleu. Et qui montre que vous avez l'image superposée ici, simulée de Sagittarius à étoile derrière et de l'environnement de Sagittarius à étoile au moment d'un sursaut lumineux, qui montre que cette orbite donne une taille maximum pour le trou noir qui est compatible avec la taille du trou noir. Alors, plus précisément, notamment grâce à une modélisation avec le logiciel Giotto fait ici au LESIA, on a pu montrer que cette orbite avait un rayon de l'ordre de 3,6 fois le rayon du trou noir. Alors, c'est des chiffres absolument extraordinaires, hein, puisque la vitesse orbitale, c'est un tiers de la vitesse de la lumière et qu'on fait le tour du trou noir, qui fait là à peu près, enfin l'orbite, c'est à peu près l'orbite de Vénus, en à peu près 40 minutes. Vous voyez, donc, c'est des temps très courts pour des distances quand même qui sont quand même assez grandes. Voilà. En tout cas, cette mesure, elle a eu un impact très fort, parce que c'était la première fois qu'on montrait que la taille de Sagittarius à étoile et donc d'un trou noir supermassif et donc d'un trou noir est compatible de celle d'un trou noir. Voilà, c'était un élément très fort pour valider la théorie du trou noir pour ces trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Alors, il se trouve que concomitamment, et ça c'est la magie de la science contemporaine, une autre technique, aussi de l'interférométrie, mais des longueurs d'onde millimétriques, et je vais terminer par ça, a permis d'apporter une contrainte très très forte, cette fois-ci par une image de trou noir supermassif. C'est le Event Horizon Telescope, le télescope de l'horizon des événements. Hein, le rayon de Schwarzschild, c'est ce qu'on appelle, c'est aussi le rayon de l'horizon des événements. Event Horizon Telescope, le EHT, en fait, c'est un interféromètre d'onde millimétrique à 1,3 mm qui bénéficie en fait de l'ensemble des télescopes millimétriques situés à la surface du globe et qui permet de faire un interféromètre non plus de la taille de Paranal, mais de la taille du globe terrestre. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'interféromètre à ALMA, qui fait aussi partie c'est un des instruments de l'ESO, dans le nord du désert d'Atacama, et vous avez, donc, qui a joué un rôle important dans cette affaire. Et puis aussi, vous avez ici le télescope de 30 mètres de l'IRAM, infrastructure de recherche à laquelle nous participons, bien entendu, qui a participé. Maintenant, vous avez NOEMA, l'interféromètre NOEMA, qui se trouve dans les Hautes-Alpes, qui participe aussi à l'Event Horizon Telescope. Alors, ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est qu'ils ont observé deux trous noirs supermassifs, Sagittarius à étoile et M87 étoile. Donc, au centre de la galaxie M87, vous avez la galaxie M87 qu'on voit ici, dont on voit le jet, et la galaxie est ici, là, au bout du jet radio. Alors, pourquoi ces deux objets? Parce qu'en fait, M87 étoile a une dimension angulaire qui est comparable à celle de Sagittarius à étoile. Donc, c'est deux objets pour lesquels il y avait un espoir en fait de résoudre l'horizon des événements, et c'est probablement une image que vous avez vue et que vous connaissez. Voilà, cette première image de l'environnement d'un trou noir qui est celui de M87 étoile, et au centre duquel, et ça c'était le point important, on voit ici l'ombre du trou noir qui permet d'identifier en fait l'horizon des événements. Alors ça, c'était la première image publiée après les résultats Gravity en 2019. Surtout, la deuxième image ici, qui a été publiée en 2022, qui est celle que nous attendions, nous, sur Gravity, qui est l'image de Sagittarius à étoile vue par l'Event Horizon Telescope. Et vous voyez qu'il y a une très, très bonne concordance entre les orbites que nous avons vues avec Gravity, ici, et puis la taille mesurée directement par l'Event Horizon Telescope. Alors évidemment, la résolution ne permet pas de voir un bord extrêmement précis, mais par modélisation, on sait que le rayon de Schwarzschild, c'est la partie centrale ici, et puis vous avez l'ombre du trou noir, qui est la partie pointillée ici, et qui correspond à peu près à la partie la plus interne de l'orbite que nous avons vue avec Gravity. Donc tout ça a confirmé les résultats Gravity et apporte, disons, un indice très très fort que l'objet central est bien un trou noir supermassif au centre de la galaxie. Voilà. Alors, tous ces résultats ont rapporté un prix Nobel en 2020. On était très contents de Gravity, puisque l'un des récipiendaires, c'est Reinhard Genzel, pour lequel, évidemment, les résultats Gravity ont joué un rôle important dans l'attribution de ce prix Nobel. Alors, je terminerai en vous remerciant, bien entendu, de votre attention et en signalant simplement que l'aventure Gravity n'est pas terminée. On continue avec l'instrument Gravity+, qui est une amélioration de Gravity
pour laquelle il faudrait un autre séminaire en fait pour présenter ce qu'est Gravity Plus et qui aujourd'hui est piloté au LESIA par Thibaut Pomard, vous voyez ici dans cette série de photos des participants à Gravity Plus. Voilà, merci beaucoup et je suis prêt à répondre à vos questions, bien entendu, si vous en avez. Un grand merci, Guy. Je suis content d'avoir assisté à ça parce que je n'avais pas tout compris sur l'image du trou noir tel que l'a donné le HT. D'accord. Ah oui, quand on veut la disséquer, c'est assez compliqué. Oui, oui, tout à fait. Alors, si vous avez des questions, levez la main. Normalement, je vais détecter ça dans le chat. Alors, moi, j'ai déjà une question pour l'EHT, pardon, pour l'ELT. Est-ce qu'il y a une version de Gravity qui est prévue pour? Alors, pas d'interféromètre avec l'ELT pour l'instant. L'ELT est distant de Paranal de 25 km et aujourd'hui, on ne sait pas faire un interféromètre optique. La technique est différente de ce qui est possible avec l'Event Horizon Telescope, avec le domaine millimétrique ou radio. Et on a beaucoup plus de contraintes en fait dans le domaine optique et donc on ne saurait pas faire ça, mais si on pouvait faire ça en fait on atteindrait une résolution angulaire qui nous permettrait de faire une image comme celle faite par l'Event Horizon Telescope, mais non plus dans le domaine millimétrique mais dans le domaine infrarouge, et on verrait aussi des étoiles que ne peut pas voir l'Event Horizon Telescope. Alors, par contre, sur le LT, il y a un instrument qui s'appelle Mikado, auquel participe l'Observatoire de Paris, dont le responsable local ici est Yann Clénet, qui a parmi ses objectifs scientifiques l'observation du trou noir au centre de la galaxie, donc l'observation de Sagittarius à étoile, et qui sera combiné avec Gravity Plus, parce que Gravity Plus va nous permettre d'observer des étoiles plus faibles, et plus proche du trou noir. On recherche les étoiles. Je n'ai pas eu le temps de rentrer là-dedans, mais on en a découvert ces dernières années. Et nous continuons à prospecter et on cherche des étoiles plus proches parce que sur des étoiles plus proches, les effets de relativité générale seront plus importants. Et c'est comme ça notamment que nous pourrons mesurer le taux de rotation du trou noir. C'est le paramètre qui nous manque. On a la masse et il ne manque plus que le taux de rotation en fait pour complètement caractériser le trou noir. Voilà. Donc, on devrait être capable avec Gravity de trouver d'autres étoiles plus proches, si elles existent, bien entendu. Il s'agit de découvertes ici. Et l'ELT nous permettra, par exemple, avec l'instrument Mikado, de faire des spectres, comme on l'a fait avec l'instrument Symphonie dans la mesure de la précession, du rougissement gravitationnel, et de combiner, donc, en combinant ces mesures, on aura de nouveaux tests de relativité générale. Pardon. Alors, il n'y a pas de questions. Je suis un peu étonné. Je suis les personnes présentes. C'était trop clair. Peut-être trop clair. Est-ce qu'il y a des possibilités de concorder les observations faites avec Virgo, sur les ondes gravitationnelles et avec les phases de rougissement? Est-ce qu'il y a des ondes qui sont générées à ce moment-là et qui sont observables? Alors, en fait, on n'est pas capable avec Gravity de faire sur des trous noirs stellaires ce que nous faisons sur un trou noir supermassif pour une question de taille de l'objet, en fait. On fait des observations combinées avec des instruments X, donc qui observent Sagittarius à étoile dans le domaine des rayons X, notamment lorsqu'on observe des sursauts. En fait, on essaie de coordonner les observations sur les sursauts parce que c'est des observations très complémentaires à celles que nous faisons avec Gravity. Avec Gravity, on a l'information spatiale, et une information spatiale qui est très précieuse pour l'interprétation des observations à très très haute énergie. On pourrait imaginer combiner des observations faites en ondes gravitationnelles dans le cadre avec des observations Gravity, dans le cadre de la fusion d'objets compacts, mais il faut qu'il y ait au moins un objet lumineux et non pas que deux trous noirs
Quand on a deux trous noirs, en fait, on ne voit pas de signature électromagnétique. Donc, il faut par exemple une étoile à neutrons qui fusionne avec une autre étoile à neutrons ou une étoile à neutrons qui fusionne avec un trou noir pour avoir une émission d'ondes gravitationnelles et une émission lumineuse. Et on pourrait imaginer, ça n'a pas encore été fait, combiner ces observations. La difficulté là, c'est que évidemment, on ne sait pas à l'avance quand deux objets compacts vont fusionner et les observations faites par des interféromètres gravitationnels, donc gravitationnels, en fait, ce n'est pas des observations pointées vers un objet qu'on connaît, comme on le fait dans le domaine optique avec Gravity ou avec les télescopes classiques. Et donc, il faudrait être en mode alerte, détecter ce type d'objet par onde gravitationnelle. Les ondes gravitationnelles renvoient une alerte et on mobilise instantanément Gravity à Paranal pour pouvoir faire l'observation, mais ça, c'est extrêmement compliqué. Passer de mettre en œuvre Gravity s'il n'est pas encore mis en œuvre, ça peut prendre une journée. Et donc, on arriverait trop tard par rapport à l'événement non gravitationnel. Donc, ça ne peut marcher que s'il y a, par un coup de chance, coïncidence des observations, et à ce moment-là, basculer sur Gravity pour voir un tel événement. Ouais. C'est peu probable, mais pourquoi pas. Vraiment aucune question. On a observé aussi d'autres, je disais que je n'avais pas présenté toutes les observations, là je me suis concentré sur les observations principales sur Sagittarius à étoiles. On a aussi observé des trous noirs supermassifs, mais bien plus distants, notamment un quasar, la 3C273, pour lequel on a pu avoir une information non pas à l'échelle du trou noir, mais à l'échelle de l'environnement très très proche du trou noir supermassif, qu'on appelle la région des raies larges. Et c'est la première fois qu'on a pu faire cette observation à cette échelle spatiale-là pour des objets aussi distants. Et on a pu comme ça mesurer pour la première fois directement la masse de ces objets. Donc on en a quelques-uns comme ça aujourd'hui qui sont observés. On s'attend à en observer plusieurs centaines à plusieurs milliers avec Gravity+. Et donc d'étendre comme ça le champ en fait de ces contraintes apportées sur les trous noirs supermassifs. Alors pas avec la même échelle, pas à la même échelle pardon qu'avec Sagittarius à étoile ou M87 étoiles, à une échelle bien plus grande, mais en augmentant de manière considérable l'échantillon qu'on va pouvoir observer. Donc ça c'est un résultat qui est attendu avec impatience avec Gravity Plus d'ici quelques années. En fait, Gravity Plus sera complètement opérationnel en 2025. Il y a une partie de Gravity Plus qui marche déjà et l'installation se fait progressivement en parallèle. Alors, il y a une demande de Pierre Carvela. Oui, j'aurais juste une petite question. Comment sera mesuré le spin du trou noir avec Gravity? Ah, c'est une très bonne question, Pierre. En fait, on a plusieurs façons sur le papier, plusieurs techniques pour mesurer le spin du trou noir. Une des façons, c'est par la mesure d'orbite d'étoiles autour de Sagittarius à étoile. De la même façon que nous avons mesuré la précession dite de Schwarzschild, en fait, si le trou noir tourne, on doit avoir un autre élément de précession qui est la précession due au spin, mais c'est un effet qui est 50 fois plus petit que la précession de Schwarzschild. Donc on s'attend à pouvoir le mesurer avec l'étoile S2, mais sur un temps très long. L'orbite de l'étoile S2, la période orbitale, c'est 16 ans. Il faudrait sans doute 2 orbites d'S2 pour pouvoir le mesurer, cet effet. Donc une trentaine d'années, vous voyez, donc il faut encore attendre un petit peu. Hein. Juste une orbite, c'est 16 ans supplémentaires. Donc cette étoile S2, on pense qu'elle nous donnera le résultat à terme, mais sauf qu'il va falloir attendre très longtemps et peut-être que Gravity n'existera plus à ce moment-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous recherchons des étoiles plus proches. Je parlais de S2 sur 10 tout à l'heure, donc une étoile qui serait 10 fois plus proche de Sagittarius à étoile que les S2. Dans ce cas-là, on aurait le résultat en à peu près 6 mois ou un an. Vous voyez, mais on ne connaît pas encore ces étoiles-là, on ne sait pas si elles existent.
Et si on ne les connaît pas, c'est qu'elles sont plus faibles que les étoiles que l'on observe aujourd'hui. Et donc, il faut arriver à détecter des étoiles plus faibles. C'est une des motivations pour faire Gravity Plus et augmenter la sensibilité de l'instrument. Donc, si ces étoiles existent, ou si une de ces étoiles existe, alors on pourra faire la mesure du spin en un temps, disons, raisonnable par cette technique-là. L'autre façon de faire, mais qui est plus difficile, en quelque sorte, parce qu'elle dépend plus des conditions astrophysiques autour de Sagittarius à étoile, c'est les sursauts. Parce que le rayon d'un sursaut, le rayon en fait de ce qu'on appelle la dernière orbite circulaire stable autour de Sagittarius à étoile, dépend de la valeur du spin. Et pour un spin nul, donc un trou noir dit de Schwarzschild, ce rayon, c'est 3 fois le rayon du trou noir. Donc c'est ce qu'on a mesuré pour l'instant. Pour un spin maximum, le rayon de la dernière orbite circulaire stable, c'est le rayon du trou noir lui-même. Et donc, un tiers du rayon de Schwarzschild. Pardon, excusez-moi. Ça s'accompagne du fait que, étant sur une orbite plus courte, un sursaut aurait aussi une période plus courte. La limite entre un trou noir de Schwarzschild et un trou noir spiné dans le cadre de Sagittarius à étoile, c'est une période d'à peu près 30 minutes. Les sursauts que nous avons vus aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est des sursauts de la quarantaine de minutes. Celui qui a été vu en 2003, mais par optique captative, sans gravity, donc sans possibilité de mesurer une trajectoire à l'époque, sa période était de l'ordre de 20 minutes. Donc, on pense que ces sursauts existent. Le seul truc, c'est qu'il faut être là au bon moment quand le sursaut se produit pour pouvoir l'observer. Mais ça nous donnerait une idée du spin. Alors, peut-être pas une mesure complète du spin, mais déjà, ça permettrait de dire que le trou noir est spiné, ou pas d'ailleurs, d'avoir une valeur, de mesurer une valeur minimum du spin. Donc, c'est les deux grandes familles de techniques que nous mettons en œuvre pour mesurer le spin de Sagittarius à étoile. Merci. Alors, ces spins, ils sont aussi mesurés dans le cadre des trous noirs stellaires par modélisation des formes d'ondes gravitationnelles dans le cadre des interféromètres Virgo, LIGO. Et donc, il y a une estimation des spins par les ondes gravitationnelles qui montrent d'ailleurs des spins assez élevés dans le cadre des trous noirs stellaires. Il y a d'autres techniques aussi qui sont les techniques indirectes qui permettent de mesurer le spin à partir des sursauts mesurés en rayons X ou des spectres mesurés en rayons X par modélisation de l'arrêt d'une raie du fer autour de ces trous noirs, mais c'est une mesure indirecte. Ce qu'on veut faire avec Gravity, là, c'est une mesure directe, une contrainte directe à porter sur le spin d'un trou noir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, non. Alors, j'avais une question sans doute de néophyte, faut me pardonner, à propos des ondes gravitationnelles. Est-ce que c'est possible de... Comment expliquer? Est-ce que c'est possible d'anticiper le cycle des ondes gravitationnelles? Est-ce qu'on peut prédire la fin, enfin la fin des ondes? Est-ce qu'une source d'ondes gravitationnelles a été observée plusieurs fois de suite? Alors aujourd'hui, non, parce que c'est des phénomènes très transitoires. En fait, ça dure une fraction de seconde, hein, c'est quelques millisecondes. Et l'onde gravitationnelle se déclenche quelque part lorsque les deux objets sont très près l'un de l'autre, au point où ils vont fusionner, puisque c'est les quelques dernières millisecondes ou dizaines de millisecondes qui sont mesurées. Hein. Une fois qu'il y a eu fusion des deux trous noirs ou des deux objets compacts en un trou noir, en fait, l'onde gravitationnelle s'arrête. Hein. C'est ce qu'on appelle le ring down. Il n'y a plus d'émission d'onde gravitationnelle une fois que l'objet est redevenu parfaitement sphérique. Donc, une fois qu'on a détecté, en fait, on ne peut pas suivre. Voilà, c'est trop tard. Alors ça, c'est vrai pour les ondes gravitationnelles générées par la fusion de trous noirs stellaires. Quand on passera à des trous noirs supermassifs, donc avec l'interféromètre LISA, il
il se trouve que le temps, la durée de l'onde gravitationnelle est beaucoup plus longue. Donc, même principe, une fois que la fusion a eu lieu, il n'y a plus d'onde gravitationnelle. Mais par contre, la partie qui précède la fusion, elle se déroule non pas sur quelques millisecondes, mais sur des temps beaucoup plus longs, qui peuvent atteindre sans doute des années. Et donc, il y aura moyen de suivre à ce moment-là l'onde gravitationnelle sur un temps assez long avec LISA. D'accord. Du coup, il faut attendre LISA avec. Il faut attendre LISA. Mais sinon, la prédiction d'une fusion, quand il s'agit de deux trous noirs, on n'a pas d'informations sur ces trous noirs. En fait, ces trous noirs sont découverts au moment de la fusion, mais on ne les connaît pas avant. Voilà. C'est une des difficultés qui fait que pour pouvoir observer des contreparties électromagnétiques lorsque l'un des objets n'est pas un trou noir, mais un objet qui émet de la lumière, eh bien, on ne peut pas, comme on ne peut pas le prédire, ça veut dire qu'il faut être prêt à observer dès que l'onde gravitationnelle est détectée et observer assez rapidement tant qu'il reste une émission lumineuse. Merci. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous propose d'en rester là, sauf si Guy veut dire une dernière chose pour conclure, mais je pense qu'il a déjà beaucoup dit. Oui. Donc, on va en rester là. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents, d'avoir écouté Guy. Merci beaucoup à Guy pour tes explications très claires et très riches. Merci beaucoup. J'espère que cette fois-ci, l'enregistrement sera bien effectif, qu'on puisse mettre ça sur la chaîne YouTube, que vous puissiez revoir et dire à tous que ça sera visible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.